Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection. Graveur de mémoire. Avant-propos. Ce récit romancé s'inspire de ce que j'ai appris de ma famille à travers les relations orales, les documents d'époque et surtout à partir de souvenirs écrits laissés par ma mère qui souhaitait léguer à sa descendance un témoignage sur une vie qui a couvert à peu près tout le XXe siècle, 1899 à 1992. La part d'invention indispensable à la cohésion de l'ensemble s'est faite dans le souci de rester au plus près de la vérité des protagonistes et de les restituer dans leur spécificité le plus fidèlement possible. Première partie. Aimez-vous le passé? Et rêvez d'histoire. Évocatoire. Au contour effacé? Paul-Jean Toulet. À travers champs. Il faudra bien s'y faire. Au fond, cet endroit en vaut un autre. C'est un joli village de chez nous, plutôt rassurant avec les fermes blotties autour de l'église, les pots de géranium aux fenêtres, et devant, les tas de fumier dont l'importance renseigne tout de suite sur le degré de richesse de leurs propriétaires, les chemins empierrés pleins de nids de poules qui vous emmènent s'entraîner à travers les champs, les bois, les collines. Rien de grandiose, de vraiment pittoresque. Ce sont des noisetiers, des hêtres, des frênes qui jalonnent notre promenade et ma foi, Porthos ne paraît pas s'en plaindre dans ses allers et retours où il laisse libre cours à sa fougue ou à sa nonchalance. J'ai renoncé à la laisse. À quoi servirait-elle? Les quelques chariots ou faucheuses rencontrés, tirés par un cheval ou un mulet, vont tranquillement selon le claquement du fouet du conducteur qui dirige d'une main sûre son attelage. Il ponctue de U en avant, oh, stop, dia, à droite, les mouvements qu'il imprime au guide, et je suis sûr que d'ici peu de temps il prendra quelques minutes pour une petite causette. Il aimera me parler du temps à prévoir selon le vol des hirondelles, ou de la précocité du printemps à partir du premier chant du coucou. Alentour, des carrés de pommes de terre et aussi du trèfle, des betteraves, mais surtout de l'herbe pour nourrir les troupeaux de vaches qui forment l'essentiel du cheptel. On est si loin des grandes plaines à blé de mon Île-de-France natale. Je revois les équipes de moissonneurs qui arrivaient de Bretagne ou du Nord à la Belle Épine, à l'époque un carrefour très fréquenté avec une ferme, 3 auberges et la gendarmerie. À perte de vue jusqu'à Orly, à Fresnes, on ne voyait que du blé où s'activaient ces saisonniers avec leurs faucilles. J'avais alors 5 ans et c'est à pied que je rejoignais chaque jour avec quelques voisins l'école de Rungis. On apercevait parfois, émergeant des ondoiements du blé, un taco avec son conducteur en peau de bouc et les dames qui retenaient leur chapeau avec une large écharpe de gaze. J'ai vu aussi autour de la Belle Épine les premiers essais d'automobiles Panhard, tout cela autour de 1905. Qui aurait dit que j'échouerais 25 ans plus tard dans ce coin perdu de Franche-Comté? Et pour combien de temps? L'avenir et surtout la faculté le diront. Théoriquement je suis ici pour 1 an, ce n'est pas la mer à boire. J'ai beaucoup pleuré de devoir quitter Paris, un métier que je n'avais pas choisi mais que je m'étais mise à aimer. Mais enfin pour guérir, rien ne vaut la campagne et on ne plaisante pas avec la tuberculose, même à ses débuts. Il va falloir apprendre à mener une vie régulière, suivre le régime prescrit, adopter un pas mesuré, c'est bien connu, les Parisiens courent toujours. Fini les horaires à respecter, le métro à attraper, les livraisons à honorer. Plus de klaxons, de tramways, de voitures. Quant au magasin, à ce que j'en ai vu, il se résume à 2 épiceries, au bien modeste, sans compter un petit café avec son piano mécanique. Mais il paraît que les affaires périclitent. Pas de temps à perdre, ni d'argent à gaspiller sans compter que ce genre de lieu fait froncer le sourcil à monsieur le curé. On m'a dit que pour les rubans, les lacets, et autres fanfreluches, on peut compter sur les services épisodiques d'un colporteur. Outre les images pieuses et d'autres qui le sont un peu moins, les compliments d'anniversaire et les monologues à double sens à réciter lors des mariages, il tiendrait toujours en réserve dans sa besace de la dentelle et du fil à broder les trousseaux. Ah, ce n'est pas la rue de Rivoli. Reverrai-je jamais les ruissellements de tulle, d'organdi, de soieries qui passaient par mes mains à l'atelier? Ai-je même besoin d'une montre? Autant se fier à l'angélus qui rythme la journée du laboureur de l'aube au crépuscule. À la soupe. On entend de ci, de là, l'exclamation joyeuse lorsque le tintement familier avertit qu'il est l'heure de quitter l'aire de travail.
À chaque jour suffit sa peine. Mais les collines à l'horizon s'estompent sous un voile mauve, il faut rentrer. Demain c'est dimanche, et on verra bien à quoi ressemble le village lorsqu'il se part pour le jour du Seigneur. Autour du puits. Et Justine, tu es bien pressée, ou alors tu fais la fière que tu files comme ça? Pour la prière, c'est seulement dans 1 heure, t'as pas besoin de courir. Justine ralentit le pas et s'approche de ses amis qui font une petite pause après avoir déposé sur la margelle les seaux pleins à ras-bord. C'est que je suis de balayage à l'église, je n'ai pas 1 minute. Avec la fête Dieu dans pas longtemps, j'ai intérêt à tout revoir dans le détail. Et puis, je dois retrouver l'huguette qui remet en état les surplis des enfants de chœur, sans compter les fleurs des autels à renouveler et les cantiques à choisir. Mes gamines ont rapporté du bois des gros bouquets de muguet, avec les lys et les marguerites. Je n'en ai jamais autant vu dans les champs, voilà un mois de mari comme monsieur le curé les aime. Dis-nous quand même qui c'est qu'est arrivé hier chez tes voisins. Il paraît que le père Lombard est allé prendre au taco une dame avec 2 grosses valises. Il y en avait plein la carriole. Ah. Vous parlez de la fille du brigadier en retraite. Oui. Elle est arrivée de Paris à Vesoul par le train d'1 heure. Mais je ne l'ai pas encore vue. Le Raoul Lombard a dit au charron que c'était une grande femme à l'accent parigot, mais causante et gracieuse quand même. Fille à marier, ou elle a déjà coiffé Sainte-Catherine? Elle aurait la trentaine bien sonnée, et serait habillée en dame, à ce qu'en a vu la Louise qui rentrait justement des pissenlits au bord de la route, ajoute Caroline qui s'arrange toujours pour en savoir plus que les autres. C'est bien possible, vu l'âge des parents. Sa venue était prévue depuis quelque temps, elle vient se reposer parce qu'elle a été très malade. C'est Madame Berger qui me l'a dit. Ils se sont fait beaucoup de soucis, surtout que c'est leur seule fille, et ils comptent sur le bon air de la campagne pour la retaper. Alors elle est là pour un moment? Oh sans doute. Plusieurs mois en tout cas. Si elle lâche comme ça son pays et son travail, ça doit être du sérieux. Qu'est-ce qu'elle faisait donc? Elle était dans la couture à Paris, mais je n'en sais pas plus. Monsieur et Madame Berger, je leur fais la causette quand j'ai le temps, mais ils me posent surtout des questions sur le village, les habitudes, comment élever des lapins, des choses comme ça. Il n'y a pas si longtemps qu'ils sont installés. Bon, je file, la Parisienne, vous la verrez sûrement dimanche à la messe. Madame Berger a l'air de pratiquer. Il n'y a pas de raison que sa fille ne l'accompagne pas. Pour lui, je ne suis même pas sûre qu'il fasse ses Pâques. Elle resserre frileusement son petit fichu crocheté sur ses épaules. Chouin. C'est pas encore demain que j'irai à la messe en tailleur. Au fait, vous avez vu la belle robe à volants que la Claudine ait traînée pour Pâques? Et ces petites qui n'avaient que du neuf pour la bénédiction des enfants? Il y en a qu'ont de la chance d'hériter. Et pour la noce? La noce chez les Boutinel? Je ne sais pas encore ce que je vais mettre. Je serai déjà trop contente si je peux faire arranger mon chapeau par Roselyne. Je ne mets plus les pieds chez la modiste de Vesoul, elle est bien trop chère. En tout cas ce sera une grosse noce, les demoiselles d'honneur seraient en robe longue, tout en rose. Et la famille a déjà retenu la cuisinière et les musiciens. Et la robe de la mariée? Pour l'instant c'est le grand secret. Depuis que Delphine a de l'arthrite plein les mains, c'est la croix et la bannière pour trouver une couturière. Sortie de messe. Du noir et encore du noir. Ma parole, tout le village est en deuil. Je croyais que cela n'existait qu'en Corse ou en Sicile. À part les très jeunes filles et les gamines qui apportent quelques touches colorées, et 1 ou 2 personnes sans doute pas d'ici qui se permettent un peu de fantaisie, bouquets de cerises au chapeau, écharpes de mousseline claire, j'ai surtout vu d'un banc à l'autre et du portail au maître-autel déferler des vagues obscures et des tons moroses. C'est partout pareil, chez les gens modestes surtout. À partir du moment où on a fait teindre son manteau ou son tailleur pour le deuil d'un proche, on a intérêt à rentabiliser les frais et dans ces familles nombreuses, il est rare qu'on ne vienne pas d'enterrer ou qu'on ne s'apprête pas à le faire. Placée comme j'étais, à côté de maman sur un des bas-côtés dans le coin le plus reculé de l'église, j'ai eu un aperçu de l'assemblée paroissiale. Comme le sermon a duré pas loin d'1 heure, j'ai pris tout mon temps pour repérer les familles importantes, probablement les plus riches et les plus anciennes, celles qui ont les bancs les mieux placés de chaque côté de la grand-nef. Les femmes n'y sont pas plus élégantes,
même si elles chantent plus fort parfois au point de couvrir le bruit de l'harmonium autour duquel se pressent les jeunes filles du chœur de chant. Parmi les hommes on en trouve qui ne se gênent pas pour faire un petit somme. Leurs femmes les poussent du coude quand ils sont au bord du ronflement. J'ai donc pu voir qui était en grand deuil, chapeau voilé d'un épais crêpe noir pour les femmes, large brassard noir pour les hommes, il devait s'agir de décès tout à fait récents. Selon le code en vigueur dans tout l'Hexagone, mais inévitablement en province, le grand deuil dure 1 an, on se débarrasse du crêpe après quelques mois, puis le temps passant on se permet une petite touche de blanc au col ou au poignet, jusqu'au moment où on officialise le demi-deuil, alors prennent place le bleu marine, le violet, le marron. C'est juste lorsqu'on pourrait commencer à lorgner vers les couleurs vives, sans aller jusqu'au rouge toutefois, que le grand-père commence à s'aliter pour de bon. Alors, il faut repartir à zéro, et puis avec les années qui s'ajoutent, il apparaît de plus en plus indécent d'afficher des teintes voyantes. C'est comme ça qu'on rejoint plus vite que prévu la cohorte des vieilles femmes qui n'osent rien d'autre que du noir ou du gris pour aller à la prière ou se recueillir sur les tombes. Je frissonne. Moi ? Eh bien moi, j'étais en blanc cassé, en taille, vu la douceur printanière avec une petite berthe de dentelle qui, ma foi, fait ressortir comme de faux ma peau claire et mes cheveux châtains. Mon chapeau cloche, pourtant on ne peut plus sobre d'étonner sans doute, car j'ai vu qu'on se retournait discrètement par-ci par-là pour m'envisager. Comme je suis grande et que j'ai appris à me tenir très droite sur les tabourets de l'atelier, je suis tout à fait visible, et surtout on a envie de me voir comme une nouveauté là où ça n'arrive pas souvent. L'atelier. J'ai du mal à réaliser que je l'ai quitté. J'y ai beaucoup travaillé, trop sans doute vu où j'en suis maintenant. C'était une belle animation autour d'une longue table, ces cousettes qui tout en tirant l'aiguille bavardaient, chantonnaient, plaisantaient. C'était surtout le bonheur de palper ces somptueux matériaux, les brocarts, les lamés, les dentelles qui bientôt habilleraient les grands de ce monde. Le flou, c'était ma spécialité. Les brodeurs, les plisseurs, les accessoiristes, les joailliers, tout un peuple d'artistes s'affairait autour de nous pour faire éclore des pièces uniques, donner vie aux rêves les plus extravagants. J'avais gravi tous les échelons de la profession, petite main, seconde main, première main. Les couturières n'étaient que des mains. Il fallait passer par de longues années de formation et de pratique avant d'accéder au statut de seconde puis de première d'atelier, être reconnu comme susceptible d'utiliser son cerveau et de créer quelque chose. J'étais enfin chez Paul Poiret II, un des rois de Paris. À lui seul c'était toute une légende qu'il avait adroitement édifiée. Les initiales PP, croisées en forme de ciseaux pour emblème de sa maison, les 3 péniches amour, délices et orgues décorés par Raoul Dufy pour son image de grand seigneur, il y donnait disait-on les fêtes les plus folles, et puis le faste, les splendeurs orientales. J'ai eu l'occasion de réaliser un costume semé de pierreries commandé par un Maharaja, pour de belles mondaines ou demi, des robes du soir dont l'une festonnée en bas de plumesse d'autruche, des tutus, des tourbillons aériens pour les grands théâtres parisiens. J'ai même habillé à plusieurs reprises l'épouse d'un magnat de l'industrie automobile américaine, Madame Dodge. Elle descendait 2 fois par an à l'hôtel Crillon, et l'on murmurait qu'elle avait offert à sa fille un yacht pour ses 15 ans. Quand elle était annoncée, c'était le branle-bas de combat. Elle disposait pour les essayages, comme une de nos plus fidèles clientes, d'un salon particulier et il n'était pas toujours simple de loger son opulente personne dans les élégants fourreaux présentés par les mannequins de la maison. Cela c'était le Mirage ou Poiret, le roi de la mode. Un atelier chez Poiret en 1925. Lucille au premier rang à droite. Entraînait le tout Paris. L'envers du décor, c'était les courbatures dues aux heures supplémentaires, les yeux qui brûlent à force d'avoir suivi le droit fil sur des mètres d'un tissu qui se déroule à l'infini, l'atelier mal aéré. Mais j'étais seconde d'atelier. Bientôt je serais première. Déjà on me confiait la réalisation de tenues prestigieuses, on me consultait pour l'élaboration de nouveaux modèles. Et puis je venais d'accepter d'aller faire les saisons, car la maison avait plusieurs succursales, La Baule en été, Biarritz en automne, Cannes en hiver. L'avenir doré, ma chère Perrette. Bien sûr il allait falloir travailler sans rechigner mais j'étais jeune, forte, libre. J'allais enfin voyager, gagner 1000 francs par mois, un pactole, nourri et logé. Enfin des jours radieux à ma portée. Premier accroc, la crise économique et la dégringolade du franc en 1924. Je ne suis pas partie. Puis la fatigue qu'on ne veut pas reconnaître, la toux persistante qu'on soigne mal, les premiers crachements de sang.
Patatras. Tout s'écroule. Il faut vous soigner. La campagne, le repos, au moins 1 an. Par chance, mes parents venaient d'acquérir dans leur Haute-Saône natale une petite maison pour leur retraite. Et c'est ainsi qu'on se retrouve à la sortie de la messe au milieu de ces oripeaux démodés, avec ces visages résignés, ce langage patoisant, ces codes que je ne connais pas. Un saut dans l'inconnu. Le rond-point des Champs-Élysées est bien loin. A-t-il seulement existé ? Pourtant déjà certaines intonations, des sourires engageants, des regards bienveillants m'encouragent, me réchauffent. Je viens de là-bas, certes, mais avec un peu de bonne volonté et beaucoup de chance, peut-être dans quelque temps me sentirai-je d'ici. Pour commencer, je vais aller saluer ce groupe de femmes avec leurs bambins. Elles sont modestement endimanchées. Plusieurs d'entre elles ont récemment fait teindre leur tailleur. J'essaie de ne pas attarder mon regard ici sur une emmanchure qui grince, là sur des motifs mal raccordés, ailleurs sur la marque d'un ourlet récemment défait. Les plus âgés portent d'antiques galurins ajustés de guingois par-dessus un petit chignon sévère, et maintenus au moyen d'un cordonnet élastique noir. Les femmes enceintes sont un peu boudinées dans des manteaux qui en ont vu d'autres. On ne renouvelle pas une garde-robe pouvant encore servir. Toutes ont à la main un petit sac qui contient le missel et le rosaire. Elles me regardent, n'osent faire le premier pas. Un peu de courage. Je m'approche, belle église et joli chœur de chant. Qui donc a si bien fleuri l'autel de la Vierge ? La glace est rompue et je rentre à la maison sans me presser, c'est le pas du dimanche, escortée des plus bavardes, sous le regard des silencieuses qui détaillent, supputent et n'ont plus qu'à attendre que le ruban d'information circule à travers le village et atteigne d'ici quelques heures le seuil de leur logis. Devant l'école. C'est le jour du pain, le moment d'aller au four municipal, un de mes petits plaisirs hebdomadaires. Depuis mon arrivée, je renoue avec des rites ancestraux auxquels je n'avais jamais vraiment pensé. Maintenant j'aurai le temps de suivre tout le cycle du pain, les moissons, le battage, le blé conduit au moulin, les sacs de toile blanche dans lesquels on rapporte la farine. Puis à la maison, dans le grand pétrin, la mai, je verrai pétrir la pâte que les femmes emportent une fois par semaine dans des petites corbeilles rondes vers le four chauffé au bois. Lorsque la cuisson des miches est terminée, on profite de cette chaleur idéale, et encore disponible pour enfourner des tartes ou des biscuits. Rien n'est perdu. Cette survivance féodale m'enchante et pour rien au monde je ne renoncerai à ce plaisir où se combine la vue des miches d'or brun toutes gonflées, l'odeur de pain chaud, le contact avec la croûte tiède, la saveur d'une mie élastique. Rien à voir avec la baguette parisienne partout célébrée et trop vite avalée. Le pain, le vrai, doit durer toute la semaine, on l'enveloppe dans de la grosse toile et quand on passe à table c'est le père de famille qui après le recueillement du bénédicité, entame la miche sans omettre de tracer préalablement une croix sur le dessus. Sacralisation, action de grâce ? Pour couper de larges tranches qui iront tremper la soupe de lard. Ce qu'on apprend dès l'enfance et je crois... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.